Bienvenue sur le podcast Crypto Sniper Trading, un podcast parce qu'on vous apprend les trucs et astuces pour réussir à bien vivre du day trading. Bonjour et bienvenue au 8e épisode de Crypto Sniper Trading. Donc aujourd'hui, on va parler d'émotions. Puis pour parler des émotions dans le trading, parce que oui, s'il y a énormément d'émotions, on a décidé de se mettre un peu cosy avec des beaux couches, des beaux divans pour les gens de la France qui nous écoutent, des beaux divans, des beaux futons, des sofas. Non, c'est vrai, un futon, c'est plus large que ça. C'est pas grave. On a décidé de se mettre confortable pour parler de ça. Je suis toujours accompagné de Hugo qui va venir m'accompagner là-dedans. Salut! Salut Mathieu, ça va bien? Ça va toujours bien. Donc, dans la vie d'un trader, on a des nuages noirs, on a des nuages gris. Des journées plus sombres, ouais. Ça va pas tout le temps bien. On a des émotions, on a des peurs, on a manque de confiance, on a plein d'affaires. Fait que c'est tout ça qu'on va venir parler aujourd'hui parce que, d'un, c'est quelque chose qui n'est pas parlé. Puis je vous l'ai dit dans le premier épisode, on va parler du beau, du mauvais, du pas super, le fun, mais c'est la réalité du trading. Puis on doit tous passer par là. Donc, comment qu'on est capable en tant que... En fait, dis-moi pourquoi, de ton côté à toi, comme conseiller financier, c'est quoi les émotions que tu vois le plus souvent, que ce soit en investissement ou que ce soit en trading? Je vais dire, évidemment, la peur puis l'appât du gain. Définitivement, les deux plus grosses qu'on voit. La peur quand c'est pas le temps, puis l'appât du gain quand c'est plus le temps non plus. Les gens ont tendance à vouloir sortir pour limiter les pertes ou ils vont vouloir continuer d'en rajouter quand le trend est fini, un peu comme on a vu dans la crypto-monnaie juste avant le reversal. La technologie aussi, ça a donné vraiment un dernier spike avant que ça fail. C'est que les gens avaient l'impression d'avoir manqué le bateau. Donc, beaucoup de FOMO, beaucoup de greed. Les gens, ils veulent faire beaucoup de rendement. Quand on fait un profil d'investisseur, les gens sont souvent plus tolérants que la réalité quand que shit hits the fan. Fait que c'est là qu'on voit le vrai profil d'investisseur des gens quand que le marché est à la baisse. Puis c'est là qu'on doit, nous, les conseillers et les professionnels, intervenir pour pouvoir les rassurer, puis leur donner de l'historique, leur donner du data, puis leur faire comprendre c'est quoi qui se passe parce qu'une personne qui est informée prend du meilleur risque après. Puis c'est plus facile d'être inquiet quand tu sais pas ce qui se passe. Fait que quand on donne de l'information puis qu'on s'instruit, c'est plus facile après de prendre sa pilule, mais ça prend du temps. Puis, tu sais, moi, l'association que je parle tout le temps, c'est dans le trading principalement, c'est on joue au baseball au final. On va jouer au baseball, on est dans une game de coup sûr. On n'est pas dans une game de coup de circuit. Malheureusement, ce qui est véhiculé présentement sur YouTube, Instagram, TikTok, c'est des coups de circuit. Les gens font des coups de circuit à tous les jours, à toutes les semaines. De un, c'est vraiment pas la réalité, de un. Puis de deux, c'est une belle méthode marketing. Mais dans la réalité, ce que 90% des gens devraient faire, c'est de faire des coups sûrs. Puis le problème que je vois avec ça, c'est le problème de signification, dans le sens que les gens veulent être signifiants. Ils veulent montrer aux gens qui ont réussi. Ouais. Fait qu'ils veulent montrer aux gens qui ont réussi. Ils ont réussi à faire des belles trades, ils ont réussi à faire des coups de circuit, mais ils ne te parlent pas des 4, 5, 6 autres journées qu'ils ont essayé de faire des coups de circuit, mais ils ont battu dans le vide. Ouais, puis c'est pour ça que, tu sais, quand tu remarques aussi, moi j'aime beaucoup être contrarien, j'aime trader les reversals. C'est difficile de trader les reversals. Tu sais, il faut que tu sois à l'aise d'avoir souvent tort, puis les gens ont souvent cette envie-là ou ce besoin-là d'avoir raison ou d'être right, même s'il y a eu plein de pertes back-à-back, puis qu'il va faire un gain, puis il va finir break-even, il va être content d'avoir eu raison finalement à la fin. Ouais. Puis, tu sais, il va être content d'avoir eu raison, puis cette fois-là, il va le publier. Ouais. Il va en parler à ses chums, dire « Hey, celle-là, moi, mais t'as pas parlé des autres. » Puis l'association que je fais souvent, c'est « Est-ce que tu sais c'est qui a fait le plus de coups de circuit au baseball? » Moi, je le sais pas. OK, mais mettons, une personne qui connaît un peu ça, il va dire Barry Bonds. Ou mettons, qui c'est qui a fait le plus de buts au hockey? On sait tous que c'est Wayne Gretzky. Par contre, qui a fait le plus de passes? C'est pas moi aussi. On sait pas. On sait pas c'est qui. Fait que c'est un peu ça dans le trading. C'est une game de coup sûr. On est dans une game où est-ce que tu dois faire des petits gains, mais constants. Si tu veux faire des gros gains, tu vas en faire. Une fois de temps en temps, tu vas en faire des belles shots. Des 1 sur 5, 1 sur 10, 1 sur 20. OK, good. Mais si tu fais plein de 1 sur 1.5, 1 sur 2, c'est très bien. Au final, c'est très bien. Puis le coup de circuit, souvent, il ne se planifie pas. Là. Selon moi, là, il arrive, puis tu saisis l'opportunité quand le train passe. Tu n'as pas planifié aujourd'hui, j'ai un coup de circuit. Tu sais que ton A+, il se présente. Tu sais que tu as des critères qui sont rentrés en ligne de compte pour que tu vas être prêt à prendre plus de 16.
Mais tu planifies pas, genre, aujourd'hui, j'ai un coup de circuit. Dans le fond, tu continues de faire ta stratégie qui fonctionne, tu fais tes coups sûrs, puis, tu sais, les petits gains adds up comme les petites pertes. Des fois, il y en a qui, je le raconte aussi à coup de petites pertes. Des petites pertes, des petites pertes, des petites pertes, des petites pertes. Un moment donné, il se retourne, il fait tabarouette, j'ai perdu pas mal. Les gains, c'est pareil, là. Les gains, ça s'accumule. Le compound effect, il est bon des deux bords. 100%. Puis ça m'amène sur un point qui est au niveau de la confiance en soi. Dans le sens que si, mettons, tu arrives et tu dis, OK, je vais prendre 10 trades. Sur les 10 trades, j'ai un coup de circuit, j'ai 2 coups sûrs, puis j'ai perdu, mettons, 7 fois. Est-ce que tu vas être aussi confiant dans tes setups qu'une personne qui a réussi 7 coups sûrs puis a manqué, mettons, 3 fois? Ben non, c'est impossible. Fait que dans tes débuts, surtout dans les débuts, puis moi, je le vois dans mon école, je le vois dans mon channel de discussion, je le vois dans mes masterminds. C'est incroyable à quel point que les gens, de un, quand ils commencent, c'est normal que tu n'aies pas confiance parce que tu es en apprentissage, tu es en train de comprendre un peu plus. En fait, tu apprends sur toi en premier, tu apprends à gérer tout l'aspect émotionnel, mais tu apprends aussi à gérer les pertes, tu apprends aussi à gérer les gains, tu apprends à comprendre les graphiques. Fait que là, c'est beaucoup d'informations. Puis tu n'as plus confiance parce que tu es dans un constant état d'instabilité. Ouais. Tu n'as pas l'impression que tu maîtrises tous les sujets parce qu'il y en a tellement là, que. Puis là, tu paniques. Puis là, tu fais comme, oh my God, je comprends pas ça. Puis ci, puis ça. Ça, c'est pas grave. Ça vient avec le temps. Mais si tu es capable de faire plein de petits coups sûrs, ta confiance en toi elle va augmenter, ce qui va faire que tu vas prendre des meilleurs setups. Tu vas les garder. Je te donne un exemple très simple. Lundi matin, j'ai posté 4 setups dans mon, je les ai vus. Dans mon channel. 3 short, 1 long. 3 short, 1 long. Tout a marché. Les 4 ont marché. La seule différence, c'est qu'il y en a 3 qui ont consolidé. Puis le 4e, en fait, il y en a 3 qui ont consolidé. Ça a marché le mardi soir, donc une journée, presque 2 jours après. Puis il y en a une qui s'est fermée ce matin. Mais au final, ça a fini à 7,5 %. C'est une belle semaine. Ça suffit par te convertir au swing trading, Mathieu. Hey! Hein? Parce que je me souviens des premiers épisodes, c'était un peu le sujet. Là. Moi, j'étais plus swing trading, toi, t'étais plus ouais. Mais écoute, je vais t'expliquer pourquoi. On va faire une petite parenthèse là-dessus, mais je vais t'expliquer pourquoi. Simplement parce que je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait plus. Puis là, c'est le fun parce qu'on a commencé les podcasts au mois d'octobre, novembre, grosso modo. Puis aujourd'hui, on est en avril. Puis même moi, ça marchait bien, mes trucs, mais tu es en constante évolution. Donc, tu prends des trades, puis en fait, tu prends des trades qui sont à haute probabilité pour avoir le style de vie qui vient avec. Fait que moi, j'ai adapté une méthode pour mes étudiants qui était, bon, ben si tu travailles temps plein, puis que tu peux pas faire 1h30, 2 heures de scalping, ben prends cette stratégie-là. Même méthode de confluence, même chose, mais... C'est un time frame. C'est ça. Donc, un time frame un peu plus haut, mais tu prends quand même des entrées. Tu prends des entrées en ordre limite au lieu de prendre des entrées en ordre market. Puis, j'ai commencé à l'enseigner. Puis, ça a commencé à bien aller. Puis, même moi, j'ai dit, hey, je vais commencer à la faire. J'ai passé de 15 heures semaine de trading à 5 heures semaine, presque les mêmes résultats. Puis, je pense qu'on peut faire un lien, tu sais, avec la gestion des émotions parce que, tu sais, si tu as 2 heures par jour, tu as une job, mais tu as 2 heures par jour que tu peux quand même regarder le market pour trader. Ben, ça veut pas dire que ton 2 heures, que toi, le market te donne quelque chose. Puis c'est ça que les gens, il faut qu'ils s'habituent à comprendre, c'est que tu prends ce que le marché te donne, mais ça veut pas dire qu'il va te donner ce que tu demandes. Il faut que tu saches le prendre quand il se présente. Fait que si tu as d'autres occupations à faire, ben ça se peut que tu sois un petit peu fâché d'avoir fait 2 heures à rien faire ou à attendre, puis c'est là que tu vas commencer à avoir du FOMO. Tu vas vouloir pousser des trades, tu vas vouloir envoyer des ordres, tu vas t'imaginer des setups qui sont pas là, quand dans le fond, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois trader. Fait que c'est vraiment de l'adapter à ta réalité, à toi. Adapté aux ressources que tu as, aux ressources de temps que tu as. Puis ça, je le voyais souvent. Je faisais mon 1h30, 2 heures. Puis des fois, je faisais 3 heures parce que pendant 1h30, j'étais assis, puis je regardais mes écrans, puis il n'y avait rien qui m'intéressait. Fait que là, je viens de perdre 1h30. Ouais. Puis là, ça fait 1h30 que tu es là. Là, tu sais, comme là, c'est pas normal qu'en 1h30, j'ai pas rien vu. Fait que là, tu pousses un trade ou. Puis des fois, j'avais raison. J'étais juste trop tôt. C'est ça. Puis, fait que là, je suis dans des time frames de 4 heures, daily. Mais c'est pas du swing. Tu sais, moi, c'est pas du vrai swing. Là, non, c'est pas plusieurs semaines, c'est plusieurs jours. C'est comme. Très souvent, ça va être la même journée ou le jour d'après, maximum 2 jours. Habituellement, c'est ça. Donc, ça reste dans quelque chose qui est relativement bien. Mais quand j'ai un setup, j'ai des zones de confluence,
tabarouette, je prends mon entrée, puis tant aussi longtemps qu'il n'est pas arrivé à où est-ce que je veux aller, je le garde aller. Je le laisse aller. Avant, j'étais comme, OK, là, je regardais chaque chandelle de 5 minutes. Quand est-ce que je vais avoir un renversement? Puis là, je closais. Tu sais, j'étais très, très, très attentif. Puis ça, quand tu es très attentif à ce qui se passe, ben là, tu vois la chandelle bouger tout le temps. Fait que là, tu as des T'es tout le temps dans cette dopamine-là, de cette adrénaline-là. Donc, si tu enlèves ça de l'équation, ben là, c'est sûr que là, tu fais, OK, il y a ça, on a une EMA, on a ci, on a ça, on a résistance, support, whatever. Là, c'est OK, c'est une belle zone. Je vais mettre mon entrée avec un stop loss en haut de la zone, puis that's it. Fait que ça te permet d'enlever tes émotions. Tu prends ton trade, tu vas travailler, tu fais d'autres projets, tu vas t'entraîner, tu laisses la trade rouler. Pendant que la trade roule, tu fais d'autres choses. Mais tu t'as pris ton entrée, tu as pris ton setup, puis tu enlèves le côté émotionnel. Moi, je regarde mes écrans une demi-heure le matin, 15 minutes le midi, une demi-heure le soir. Je fais tout le temps ça. Puis très souvent, ma semaine finit le mercredi. Pourquoi? Parce que j'ai fait le pourcentage que je voulais faire. J'ai pas besoin d'être là le jeudi, j'ai pas besoin d'être là le vendredi. Fait qu'est-ce qu'on se dirait que le premier cue qu'on donne pour la gestion des émotions, c'est d'adapter son time frame à ses ressources de temps? À ses ressources de temps et lâchez vos foutus écrans. Lâchez vos foutus écrans. Pour vrai, arrêtez d'être devant vos écrans tout le temps. Parce que les gens pensent, puis j'ai expliqué ça mardi dans ma training session, je disais, si vous êtes toujours devant vos écrans, c'est quoi votre définition d'une job temps plein? 35 heures semaine, 40 heures semaine. Job temps partiel, c'est 20 heures semaine. Trading, là, si tu veux réellement réussir, là, faut que tu mettes entre 5 et 10 heures par semaine. C'est ça que tu as besoin. Fait que c'est une job temps plein. 5 à 10 heures semaine dans le trading, c'est une job temps plein. Donc, si tu n'es pas en mesure, qui va m'amener au deuxième point que je voulais discuter, moi aussi, dans la gestion des émotions, ta situation financière, est-ce qu'elle te permet d'être devant le trading à la place de travailler? Est-ce que tu as une situation financière favorable ou est-ce que tu veux apprendre à trader pour t'en sortir ou pour améliorer ta vie? Ça peut jouer beaucoup, beaucoup sur la gestion des émotions des traders qui commencent ou qui sont déjà habitués, mais qui ont des passes un petit peu plus stressantes. Est-ce que tu veux ouvrir le sujet là, sur la situation? Est-ce que toi, tu le remarques dans tes clients? 100%, puis même je le vois dans moi-même, dans le sens que les gens ont souvent tort, à tort, les gens pensent qu'il faut que tu sois temps plein pour réussir. Mais c'est quoi ta définition de temps plein? Comme je parlais tantôt, si tu as 40 heures devant toi, malheureusement, tu as trop de temps. C'est poche à dire, là, mais dans le trading, si tu as 40 heures semaine à mettre dans le trading, puis tu checkes tes charts pendant 40 heures semaine, malheureusement, tu vas trouver ça rough. Parce que tu vas passer beaucoup trop de trades, puis tu ne laisses pas tes trades travailler. Puis même si tu prends des trades 1 heure ou 4 heures, mais ton trade, il va partir, puis après ça, tu vas l'arrêter parce que tu as vu une chandelle qui va dans l'autre sens, puis là, tu as peur. Mais tu comprends pas. Ton mental capital est déjà épuisé quand ça fait des heures qu'il est devant ça. 1 heure, après 2 heures, là, passe 2 heures devant ton écran, puis dis-moi si tu es épuisé à la fin. C'est sûr que oui. Moi, j'ai plus de jus. Ouais. Donc, puis ça l'amène du FOMO, ça l'amène du greed, une avidité, ça l'amène une perte de confiance parce que là, tu vas overtrader, tu vas voir des setups quand il n'y en a plus. Puis à un moment donné, quand tu vois tellement de chartes, tes yeux, là, ils deviennent cross-eyed. Donc, tes yeux, ils voient quelque chose, puis tu as une idée imprégnée sur la charte que l'idée peut être erronée parce que tu la regardes tellement souvent que là, tu fais comme, OK, c'est sûr qu'elle s'en va là, c'est sûr qu'elle s'en va là, c'est sûr qu'elle s'en va là. Puis finalement, il se passe des trucs, puis là, tu fais comme, non, elle s'en va là, elle s'en va là. Puis finalement... Mais c'est comme quand tu regardes longtemps le même, puis que tu commences à checker les autres charts, là, tu tombes sur d'autres setups, tu fais, mais dans le fond, il n'y avait pas de setup sur l'autre. Ouais. Tu sais, c'est quand tu commences à aller regarder les autres que tu fais, qu'est-ce que je faisais là, j'étais perdu. Ouais. Donc, on pourrait dire que les gens qui ont moins de temps à mettre là-dedans ou qui veulent en mettre moins, moi, un truc que je pourrais donner, que j'utilise, là, c'est avant que la semaine commence, là, je vais voir sur MarketWatch ou peu importe le site que tu préfères, c'est quoi les événements de la semaine? C'est quoi les annonces? C'est quoi les événements? Puis, je vais choisir les journées que je vais regarder ça parce que je sais que la veille, il ne se passe pas rien. Je sais que la veille, tout le monde va être en attente de l'événement ou de la nouvelle. Fait que je ne vais pas aller perdre mon temps devant les écrans. Là. Je vais m'occuper de mes autres affaires. 100%. Les nouvelles économiques, c'est probablement un des pires ennemis des traders débutants. Ne pas savoir ils sont quand, tu veux dire? Ne pas savoir les interpréter, ne pas savoir
prendre position pendant une nouvelle Ouais. ou prendre une position avant ou prendre une position vendredi 16h30 quand que tu sais que ça va être fermé. Tout des petites affaires de même, mais ça, c'est des trucs que tu apprends au fil du temps. Mais pour vrai, l'impulsivité, c'est probablement un des pires problèmes des traders. Ouais. Ben, c'est parce que c'est accessible, c'est rapide. Tu payes sur Python, c'est acheté. Tu payes sur Python, c'est vendu. Je pense que c'est ça un petit peu des fois aussi la différence qu'on remarque là, entre l'immobilier et le marché boursier. Les gens ils vendront pas leur propriété si la valeur a baissé de 10%. Là, mais quand ils voient leurs actions bouger puis qu'ils ont accès au bouton là, pour faire sell, là, c'est là où est-ce que l'émotion prend le dessus avant même d'avoir réfléchi, là, réagissent. Puis ça, on en avait parlé, je pense, dans le troisième podcast, on disait, tu sais, le marché boursier, ce qui est le fun, puis ce qui n'est pas le fun, c'est que, mettons là, que ton portefeuille global, tu as perdu 30%. Puis là, c'est comme, hey, moi, là, je suis pas capable, tu sais, je stresse la nuit parce que j'ai perdu 30%. Je peux peser sur un piton, là, puis je reprends mon argent, puis là, je vais mieux dormir. Pourquoi tu fais ça? Tu viens de perdre 30%. Réévalue ta situation. Puis c'est pas parce que tu as un piton à proximité que justement, il faut que tu le sortes. C'est juste ça peut être une correction, ça peut être juste, ben là, ce qui se passe depuis début 2022. Tu sais, si tu n'as pas vendu, mettons début 2022, on est rendu début 2023, et puis c'est pas le temps de vendre. Il est rendu trop tard. Fait que ça, c'est la peur ou c'est le stress ou c'est l'inquiétude. Puis ça, c'est souvent, ben là, si tu n'es pas connaissant, ben là, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance que ça peut remonter. Tu n'as pas confiance que ça va prendre combien de temps. Mais si tu es là pour du long terme, arrête de checker des chandelles de 4 heures. Donc, est-ce que tu penses que l'émotion de la peur est surtout reliée au manque de capital, au manque de connaissances, au manque de data, d'historique? En fait, plusieurs éléments. Le premier que je vois, c'est que les gens tradent avec des capitaux qui sont trop gros par rapport à leur gestion émotionnelle. Avec trop exposé au loss potentiel. Au loss potentiel, même si que ça soit sur un compte démo, que ça soit sur un compte FTMO, que ça soit sur leur portefeuille à eux. Donc, exemple, ils ont un compte épargne à 50 000, ils prennent les 50 000 au complet puis l'investissent dans un fonds d'investissement 100% action. Ça se peut que tu ne dormes pas bien si tu as tout ton argent impliqué là-dedans. Après ça, tu as... Tu sais, si dans ta vie globale, dans ta vie générale, tu n'as jamais dealé avec des montants de 20, 30 000, 40 000, 50 000, si tu t'en vas faire un compte financier FTMO à 100 000, ça se peut que ça n'aille pas bien. Parce que ta gestion émotionnelle n'est pas rendue au stade. Ta gestion de la finance, ton cerveau n'est pas rendu là de voir des chiffres, mettons exemple, à moins 1000 ou moins 2000 ou moins 4000. Mais tu sais, moins 4000 sur 5 trades, oui, c'est beaucoup. Par contre, si tu as risqué 1% par trade, ben, t'es tout à 0,75. Mettons, c'est pas un bon exemple. Mettons 3000. Mettons, tu as 4 trades ouvertes, tu es à moins 3000. Puis tu avais genre 1%, whatever. Ben, t'es correct. Dans ta gestion de risque, t'es correct. Mais c'est juste que le moins 3000, techniquement, il est beaucoup, mais il n'est pas beaucoup par rapport au compte que tu as. Puis une personne qui gagne, mettons, 850$ par semaine ou 1000$ par semaine, puis que là, elle trade sur un compte à 100 000, puis qu'en l'espace d'1 heure, elle peut faire 1000$, c'est sûr qu'elle, il y a un clash qui se fait. Ouais. Elle n'a jamais été capable ou elle n'a jamais vécu cette situation-là qu'elle pouvait faire ce quantité d'argent-là dans ce délai-là. Elle devient avide, donc elle devient greedy. Quand elle a des plus 1000, elle est super joyeuse. Quand elle a des moins 1000, elle file comme la chenoute. Il y a des stats qui sont sortis là-dessus sur le human behavior aussi. Hein, que tu gagnes 5$, tu es moins content que d'avoir perdu 2$. Même si tu as perdu 2$, tu es plus déçu d'avoir perdu 2$ que tu es content d'avoir fait 5$. Puis les gens, c'est de là l'importance du journal de trading qu'on avait parlé de deuxième épisode, le journal puis le plan, de dire OK, voici ce que je veux faire en termes de pourcentage, pas en termes de dollars, mais vraiment en termes de pourcentage. Puis si, exemple, d'un point de vue émotionnel, tu n'es pas rendu à trader un compte à 100 000, bien, commence avec un compte à 25 000. Commence avec un compte plus petit. Ça va être plus proche de ce que toi, tu connais, parce que l'humain n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Fait que, si mettons des 25 000, tu vas risquer 250$ par trade, 500$ par trade. C'est un peu plus raisonnable, accessible pour toi qu'une personne qui serait, mettons, un compte à 200 000 qui resterait entre 2 et 4 000 par trade. Pourquoi que les gens qui ont des comptes à 500 000, 1 million, 2 millions,
ils sont rendus là, ben ils ont commencé avec un petit compte. Ouais, moi, je suis pas chez FTMO, je suis dans un autre prop firm, puis il offre le compte à 1 million depuis pas longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont lancés encore dans le compte à 1 million. Là. C'est normal. Puis c'est très normal parce que la grosse majorité des gens ne seront pas rendus là. Exact. Hey, toi, là, mettons, tu pognes un compte à 1 million. Ça veut dire que ton stop loss va être de 10 000 $. Ouais. Hey, 10 000. Si tu gagnes 40 000 par année, il va y avoir un clash, c'est sûr à 100%. Puis moi, quand j'ai fait mon premier challenge FTMO, j'avais un challenge à 100 000. Je l'ai réussi, ça a bien été. Puis après ça, quand je suis monté à 200 000, moi, j'étais habitué avec les 100 000, ça allait bien, 1%, nanana, c'est 1000 $. Mais quand je suis monté à 200, j'ai eu un 2 semaines d'ajustement. Ouais. Parce que là, les montants étaient 2 fois plus gros pour le même pourcentage. Puis là, quand j'avais 3 positions ouvertes, mais là, attends, les montants étaient beaucoup plus gros. Puis il a fallu que je m'adapte à cette situation-là. Fait que si vous avez ça, si vous avez cette... pas cette institution-là, mais ce problème-là, ou cet inconvénient-là, de voir des gros montants puis que ça vous fait peur ou que justement, c'est un compte démo puis là, tu fais comme, non, c'est pas grave. Justement, c'est un bon signe de dire, downsize un peu, apprends à gérer avec ce genre de capital-là, ce gros sort de capital-là, puis grossis par après. Puis j'en ai même un dans mes étudiants, il a commencé avec un compte à 25 000 FTMO, il a fait le 25, il a fait le 50, il a fait le 100, puis là, il vient de réussir le 200. Mais juste parce qu'il n'était pas confiant nécessairement à 100 ou à 200, puis là, tranquillement pas vite, build up une confiance. Puis en le faisant 4 fois consécutif, ben, il a fait 4 challenges consécutifs à 10 % par mois. Là, il fait comme si je réussis à le faire à 25 000, je vais réussir à 200. Exact. La seule différence, c'est qu'il y a un zéro de plus. C'est comme en immobilier. Tu viens d'acheter un immeuble. Ton immeuble, sans dire c'est où, c'est quoi la valeur? C'est en bas d'un demi-million. Fait que, mettons, on est autour de 400 000. Est-ce que tu aurais pu acheter un immeuble de 4 millions? Ben, ça aurait été différent. Même si c'est juste un zéro de plus, ça aurait été différent quand même. Le processus est le même. Ouais. C'est juste que toi, en tant qu'individu ou en tant qu'investisseur, tu sens pas que tu es rendu là. Non, pour notre expérience en immobilier, c'était une très grande marche pour nous. Fait que c'est le même principe. C'est vraiment le même principe. Puis après ça, quand tu arrives puis tu parles de, en termes de rénovation, en termes d'optimisation, tout ça, c'est juste un zéro de plus au final ou c'est juste quelques centaines de milliers de plus. Ben oui, parce que quand je l'ai comparé avec d'autres gens qui ont acheté des immeubles avec le zéro de plus, j'ai fait, mais c'est la même affaire que tu as fait. C'est la même chose. C'est la même affaire que moi. Même Dans chose. le fond, c'est pareil. Puis il y a même, plus que c'est gros, plus que ton risque diminue. Même chose en trading. J'ai une personne que je connais, il a un compte au-delà du 10 millions, puis il dit, moi, je prends des positions à entre 0,15 et 0,40 % de mon compte. Il dit, moi, j'ai pas de stress, là. Ben, c'est parce qu'il y a une différence entre la croissance pour bâtir ton équité ou la préservation du capital puis de tomber plus cash flow. Tu sais, les gens qui ont fait leur valeur nette, qui ont atteint leur point de non-retour, qui n'ont plus besoin de grossir leur compte là, de 100%, ben, ils ne sont pas dans le même mindset. Là. Ils veulent préserver leur capital, puis ils veulent, dans le fond, jouir de leur profit ou profiter de ce qu'ils ont bâti. Les gens qui commencent plus petits, c'est différent. Ils prennent plus de risques parce qu'il faut qu'ils grossissent, il faut qu'ils brisent le plafond, il faut qu'ils aillent à l'autre niveau. Puis, qu'est-ce que tu dirais justement de la personne qui, plus d'un conseil financier, de la personne qui veut grossir trop vite? Ça va aller moins vite. C'est ça. En fait, il y a un adage de Ray Vincent que, si jamais vous ne le connaissez pas, allez voir c'est qui. Mais Ray Vincent disait, plus que tu vas lentement, plus que ça va vite. Ouais. Puis là, au début, moi, là, je l'ai écouté en 2011, 2012. Puis je l'écoute, puis je dis, Ray, arrête, là. C'est pas vrai, là. C'est pas parce qu'une voiture va plus lentement qu'elle va aller plus vite. Là. Puis là, 5 ans après, j'ai dit, ouais, Ray, finalement, tu avais raison. Parce que c'est l'histoire du renard et de la tortue, là, c'est ça? Ouais. C'est pas le lièvre? Le lièvre avec la tortue. Excusez-moi, je mélange dans mes fables. Mais qu'est-ce qui se passe? La tortue, elle va genre super lentement. Puis au final, elle arrive au point d'arrivée. Tandis que le gars, la personne qui fait le lapin ou le lièvre, ben, il fait 12 pas en avant. Il recule de 6-7. Mais au final, les deux arrivent à destination en même temps. Puis c'est pareil, comme tu disais tantôt, avec les coups sûrs puis les coups de circuit. Là. Il y a un trader américain que je suis, moi, je sais même pas quand il fait pour faire de l'argent. Ses drawdowns sont tellement gros à chaque fois. C'est gros up, c'est gros down, c'est gros up, c'est gros down. Au final, est-ce que
le résultat que tu as à la fin de l'année, il vaut toute la montagne russe d'émotions que tu as eues. Fait que la tortue, finalement, elle a un bien meilleur parcours. Elle s'est rendue aussi loin, sinon plus, Smooth. avec des meilleures émotions, meilleur rythme de vie. Parce que, tu sais, c'est très difficile émotionnellement de trader. Puis quand tu as des gens qui vivent avec toi, là, ben, ils peuvent le ressentir le soir. Là, c'est sûr. Si tu as des enfants, tu as une femme ou tu as un conjoint pour les femmes qui tradent, ça se peut que ça se ressente. Là. Tu travailles à ça, sa clientèle, tu as une job, là, puis tu dois dealer avec une équipe après ça, là, puis tu n'es pas fait ta journée ou tu as trouvé que tu as perdu ton temps. Là, ça peut se ressentir. Là. Ça va en fait, c'est que ça va se ressentir et ça va entacher tes prochaines journées. Ouais. Ça va entacher tes prochaines journées de trading. De là, l'importance de faire, de faire le vide. Ouais. Exemple, là, je voulais pas parler de méditation, je ne voulais pas parler de quoi que ce soit par rapport à ça, mais faire le vide, OK, j'ai eu une mauvaise journée. OK, c'est une mauvaise journée sur 5 dans ma semaine. Passe au prochain. Tu tournes la page, mais c'est pas facile de tourner la page pour vrai. As-tu dans la vraie vie. Pour retourner la page? Moi, je dis le gym. Moi, pour ma part, c'est juste lâcher tes écrans, va t'en faire ce que t'aimes. Va t'en faire de quoi pour te défouler. Va t'en faire de quoi qui t'apporte du bonheur pour remplacer ce que tu as vécu. Ouais. T'es sûr que le lendemain, quand tu vas revenir sur les chartes, ça se peut que tu aies un petit ressentiment ou tu aies un petit quelque chose. Mais après ça, c'est de rebuilder une confiance. Puis la meilleure façon de rebuilder une confiance, même si tu as un compte live, donc même une personne qui a un compte live et que ça n'a pas bien été, des fois, ça vaut la peine de revenir en démo. Ouais. Juste une petite période. Back to basic. Rebuilder une confiance, puis repartir. Ouais. C'est mardi, c'est ça, j'ai dit à une personne, un étudiant, écoute, ça allait pas bien. Ça faisait 2 semaines, là. Il prenait des affaires. Je dis, pourquoi tu prends ça? Puis des fois, ce qu'il ne prenait pas, c'était bon, puis ce qu'il prenait, c'était pas bon. Donc là, je lui ai dit, OK, mais pourquoi que tu reviens pas juste à la base? Tu sais, mettons, là, même si tu trades en compte démo actuellement, arrête de trader en compte démo, reste sur TradingView, puis le but, c'est de te rebâtir une confiance. Ouais, rebâtir une confiance dans tes setups. Puis là, à toutes les fois qu'il y avait un setup qu'il voulait prendre, il posait la question dans le groupe. Hey, c'est-tu intéressant ça? Hey, c'est-tu intéressant ça? Hey, j'ai-tu placé mon truc à la bonne place? Non. Puis là, j'ai dit, OK. Cherche une validation parce que sa confiance. Parce que lui, il n'en a pas. Ouais. Fait que là, j'ai dit, OK, prends un journal, prends un fichier Excel, prends tous les trades que tu aurais pris, fais juste les marquer sur TradingView. Fais juste prendre l'icône longue ou short, fais juste les mettre, puis regarde voir si ça aurait bien marché, si ça l'avait bien marché. Donc, si ça a bien marché, good, inscris-le dans ton Excel. Si ça n'a pas bien marché, good. Puis là, à la fin de la semaine, regarde. Tu as combien de taux de réussite? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi les confluences que tu avais? Puis là, tu vas voir que, OK, quand que je prends ce setup-là, ça marche tout le temps. Ben oui, ça marche tout le temps. Pourquoi? Parce que tu as confiance en ton setup puis tu gardes, tu l'as backtesté, tu l'as fait. Là. Tu vois que sur 12 trades, il y en a 6 que ça a marché dans ce genre de situation-là. Ben, tu sais que celui-là, la prochaine fois que tu vas le revoir, tu vas le prendre, tu vas le garder. C'est pas Michael Jordan qui disait tu fais les pratiques difficiles pour que les tournois se passent bien? Mm-hmm. Pour que les games, pour que les games ils soient faciles. Ouais. Puis tu dois pratiquer comme que tu vas Jordan, jouer. Je l'ai un peu magané, là, mais c'était ça le point quand même, là, que back to basic, retourne pratiquer, là, puis c'est dans les pratiques où est-ce que tu dois mettre des bouchées doubles pour revenir plus confiant après ça. Puis une autre affaire, c'est que pour faire du pouce là-dessus, tu dois pratiquer comme que tu vas jouer dans la vraie vie. Mm-hmm. Donc, moi, je pousse beaucoup les comptes démo à 100 000, 200 000, 50, 100, 200 parce que je veux que les gens aillent vers un compte financier. Donc, ça, c'est mon mantra, c'est d'aller apporter le plus de monde possible à avoir des comptes financiers. Mais là, si exemple, pendant que tu te pratiques en compte démo avec ce genre de montant-là, tu pratiques ta gestion émotionnelle de dealer avec ce genre de montant-là, mais si tu pratiques d'une façon, puis que tu arrives dans un compte FTMO, dans un challenge, puis que tu joues différemment, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, non. Puis même là, il dit, ouais, quand je vais avoir mon challenge, ça va être différent. Non, ça ne sera pas différent. Ça, c'est le plus gros mensonge de la bourse. Cette fois-ci, c'est différent. Parce que mentalement, tu te dis, OK, qu'est-ce qui m'a amené à avoir mon compte financier? Ça. Cette habitude-là, cette façon de faire-là. Donc, tu ne la changeras pas. Tu vas la garder. Donc, fais-le maintenant pour que par la suite, lorsque tu vas avoir ton compte financier, bien là, tu sois capable de continuer la même chose.
Les gens aiment ça changer, puis on le voit aussi en investissement. Là. Il y a beaucoup de clients que j'ai rencontrés qui m'ont dit « Ah, là, on fait quoi? » Tu sais, je dis « Ben, on fait rien. On attend. » Puis ils trouvent ça difficile parce qu'ils aiment ça, tu sais, qu'on soit actif, puis qu'on bouge, puis qu'on passe d'un secteur à l'autre. Mais les choix qu'on fait, qui sont pour le moyen et long terme, on fait confiance pour longtemps, on attend. Hein. Puis ça, les gens ont la misère dans la gestion émotionnelle de se dire « Wow, on fait rien. OK. OK, bon, ben, on attend de bord. Si c'est ça que tu dis, OK. » Les gens veulent toujours être dans l'action. Ouais. Mais souvent, tu dois attendre avant de reprendre l'action. Ouais. Donc, puis une affaire aussi, c'est que peu importe dans le trading, dans l'investissement à moyen long terme, dans le trading, si tu ne vois rien, attends. Ah, mais là, je veux faire. Non, attends. Attends de voir quelque chose qui est évident. Attends de Laisse voir. le marché venir à toi. Tu sais, moi, là, je le dis souvent, tu sais, à ce temps, j'ai instauré des triple A, des double A, des A, des B. Est-ce que ça, c'est un setup triple A? Est-ce que, tu sais, c'est vraiment évident là, que, genre, il va y avoir quelque chose qui va se passer là? Sinon, ben, OK, passe peut-être au 2A ou au A, mais tu sais que lui, il a moins de chances de réussir. Tu vas ajuster ton risque en conséquence. Puis, tu sais, le casino fait ça, la banque fait ça. Quand tu regardes les obligations, tu as du triple A, du triple B, du A, du B, du C. Tout le monde fait ça, là, catégoriser leur setup pour savoir à quel point je m'investis dans la qualité ou le retour potentiel. Fait que, si la banque fait ça, tu serais capable de pas le faire. On s'entend. Mais tu vas avoir des trucs que même moi, je vais dire aux gens, peut-être que je vais le faire, mais c'est un peu plus risqué que s'il s'en va à telle place. Des fois, je suis comme, OK, guys, ça, là, c'est sûr qu'il fait ça. De la façon qu'il bouge actuellement, c'est sûr qu'il fait ça. Il le fait. OK, good. Mais des fois, là, je regarde des chartes, là, puis moi, je dis, écoute, ça, là, présentement, cette charte-là, ça fait 2 semaines que je la regarde, ça fait 2 semaines que je vois rien. Je la traite pas. Je vais voir d'autres choses. Des fois, il y a des choses, il y a des chartes qui sont difficiles à lire dans un certain moment. Des fois, ça consolide. Des fois, ça s'en va dans tous les sens. Des fois, ça ne fit pas avec le fondamental. Fait que là, tu fais comme, tant qu'à ça, là, j'ai combien de paires que je peux trader en Forex, en crypto, dans les stocks, dans les indices, dans les commodités? Écoute, il y a du stock, là. Il y en a pour tout le monde. C'est juste que des fois, ça prend un peu comme on disait tantôt que les nouvelles, mais des fois, ça se passe ailleurs. Fait qu'arrête de focusser où est-ce qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, passe à d'autres choses. Puis, c'est ça, de choisir ses entrées, puis de limiter ton nombre de trades. Puis, je veux juste amener une dernière chose avant qu'on finisse. Je veux parler du sentiment de marché. Donc, toi, tu l'utilises beaucoup, tu le vois beaucoup dans tes clients à moyen long terme. Là, depuis 2022, on a eu un épisode d'extrême peur, puis là, ben, on est revenu quasiment en neutre là, actuellement. Ouais. Mais comment est-ce que tu vas venir, puis je pense que c'était Warren Buffett qui disait ça, ou c'était un autre qui disait, quand les gens ont extrêmement peur, c'est le temps d'acheter. Ouais. Puis quand les gens sont extrêmement confiants, c'est le temps de vendre. Ouais. Mais comment on est capable de le faire, puis dans le trading, c'est la même chose. Quand ça va trop bien, c'est justement, c'est le temps de vendre quand ça va trop bien. Ouais. Mais dans un investissement moyen long terme, comment on est capable de se positionner puis de se rationaliser avec ça? Tu m'avais parlé tantôt, tu faisais peut-être de l'analyse technique. Oui, ben j'aime donner un visuel aux gens. Là, maintenant qu'on a accès à ces outils-là, puis que de plus en plus de gens veulent introduire la gestion autonome de leur portefeuille, moi, je leur ai fait une petite séance d'analyse technique sur les indices. T'sais, on va dans rien de trop compliqué. Là, on regarde juste, dans le fond, la tendance, parce que le graphique, ça te dit comment les gens ont réagi, là, carrément. Là, les moyennes que tu vois. Et quand la chandelle a ouvert, puis elle est rouge en dessous, c'est parce qu'elle a ouvert haut puis elle a fermé bas. Fait que tu sais que les gens ont vendu. Et de démontrer du visuel sur le sentiment, je pense que ça aide beaucoup les gens à comprendre. De suivre un peu l'économie. C'est quelque chose qu'à l'école, là, on aimait ça, j'en ai dans les classes d'économie, là, mais en étant adulte, on se rend compte que ça sert dans différents secteurs d'investissement, dans ta business opérante, dans l'immobilier, dans le trading. De t'intéresser un peu à l'économie, là, ça peut vraiment faire un gros changement. Fait que je dirais que ce serait ça, de montrer du visuel, d'avoir de l'analyse technique sur les majeurs indices là, pour avoir une référence, même si on sait que les indices sont un peu biaisés par les grosses positions qu'il y a dedans. Il y a comme 30% qui représentent le prix de l'indice, mais quand même, ça donne une idée au moins aux gens, c'est où est-ce que le marché s'en va. Exact. J'ai bien aimé ta comparaison avec la maison. Parce que si, exemple, justement, tu es en extrême peur,
on est dans un marché d'extrême peur, ben là, est-ce que la maison, tu ne peux pas la vendre immédiatement? Parce qu'elle n'est pas liquide. Exactement. Donc, de se rationaliser à dire, OK, c'est normal que le prix a fait ça pour telle raison. Puis, tu sais, je parlais avec mon père. Il m'a appelé là, 3 semaines. Il me dit, Hey, Matt, tu sais, je suis pas trop ça, l'économie, là, mais j'ai reçu mes feuillets pour mes impôts. Puis, hey, moins 19 cette année, est-ce que c'est normal? Je suis comme, ben oui, papa, est-ce que tu suis l'économie? Est-ce que tu suis qu'est-ce qui se passe? Ben non. Ben j'ai dit, ben t'as fait plus 150 depuis 2 ans, puis là, t'as fait moins 20. C'est pas... Tu trouves pas ça logique qu'on ait une petite baisse suite à la montée fulgurante d'après COVID? Tu sais? Ouais, mais je pensais que ça allait... Ouais, mais non, mais c'est normal. Le marché bouge toujours dans cette façon-là, dans ce range-là. On a monté pendant 1 an et demi consécutif. On n'a presque pas eu de pullback. Là, on commence à en avoir un. C'est normal. Je donne souvent l'idée aussi aux gens, dans la Formule 1, c'est pareil. Là. À un moment donné, il faut que tu fasses un pit stop. Là. À un moment donné, il est temps de remettre du gaz, changer les pneus, là, puis on décolle après. Mais à un moment donné, c'est normal que ça ne va pas straight, là, direct. Là. Puis en fait, ben, c'est ça. Ben, dans le parcours d'un trader, c'est la même chose. Ouais. Dans le parcours d'un trader, tu vas avoir des montées, tu vas avoir des pullbacks, tu vas avoir des montées, tu vas avoir des pullbacks. Ça va bien aller, ça va pas bien aller. Ça va bien aller pendant 3 semaines. Moi, là, j'ai inventé, en fait, j'ai pas inventé, j'ai déterminé que on avait la fièvre du 3 semaines. La fièvre du 3 semaines, je vais vous l'expliquer. C'est que ça va bien pendant 3 semaines, puis la 4e semaine, ça va plus bien. Je vous le dis, je l'ai vécu avec mes étudiants. T'as checké mon journal aussi? Là, parce que aussi la fin de mois. Depuis 1 an que je regarde mes étudiants, la 3e semaine, après la 3e semaine, la 4e semaine, c'est tout le temps de la merde. Là, ils font bien leurs affaires, puis là, ils arrivent la 4e semaine, overconfiants. Et ça fait 3 semaines qu'ils font 5, 6, 7, 8, 9 Puis là, il faut, hey, ça va bien, ça commande, non. Puis là, la 4e semaine, pouf, un moins 4 ou un moins 5. Pourquoi? On a parlé tantôt de la peur, tu sais, puis là, je sais qu'on est rendu quand même avancé dans le temps, mais il y a de l'autre côté de la médaille aussi, là, la confiance d'en avoir trop. Là, ben, non, on va continuer. On va continuer parce que le volet crypto, les gens sont très, très, très avares. Donc, les gens, ils ont acheté Bitcoin à 20 000, il est monté à 60 000, tu as fait x3. Moi, je ne vends pas tant qu'il ne remonte pas à ça. Puis, qu'est-ce que tu fais? Dans le marché traditionnel, tu n'aurais pas pu faire un x3. Non. Donc là, les gens sont très greedy, sont très avares. Ils veulent faire des... Tu sais, moi, j'en entends beaucoup. Ils vont faire... je veux faire un x20. OK, demande à n'importe quel gros investisseur là, quand est-ce qu'il a fait un x20 qui n'est pas du capital de risque. Ça arrive presque jamais. Tu sais? Donc, de rationaliser et de dire, OK, je te donne un exemple très simple. J'ai acheté du Bitcoin à 16 000. Il est à 29 aujourd'hui. J'ai pris du profit. Mm-hmm. Pourquoi? J'ai presque fait x2. Tu sais? Et moi, je suis content avec ça. Puis là, je le sais qu'il va redescendre éventuellement, puis je m'en garde pour du moins long terme, mais je viens de faire x2. Garde-le, puis prends-le. Je l'ai vu beaucoup aussi dans le temps de AMC puis GameStop. Là, j'avais rencontré des gens que là, ils voulaient rien savoir d'un fonds qui allait t'offrir du 9 là, chaque année. Là. Oublie ça. Là. Moi, j'ai mis 10 000 sur le marge de crédit, j'ai acheté un AMC à 8 $, il est rendu 70. Alors, va-t'en avec ton fonds. Là, mais souvent, tu réalises que finalement, cette personne-là, le party est fini, AMC est retourné au prix qu'il a acheté, puis il est encore dedans, il n'a jamais pris de profit, jamais là-dedans. Est-ce que tu as déjà entendu des gars qui ont acheté... en fait, ça, mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens en crypto. Ils ont acheté à 30 000. Ça l'a monté à 60 000. Ils n'ont pas vendu. Ils ont fait un x2. Ils n'ont pas vendu. C'est revenu à 30. Puis là, finalement, tu as laissé un x2 sur la table. Il est remonté une 2e fois. Puis ils l'ont laissé sur la table encore une fois. Ah, mais ce coup-ci, c'est la bonne. Oui, elle se rend à 100 000 pour vrai. Puis là, aujourd'hui, ça l'a descendu jusqu'à 16 000, 15 780 quelque chose. Puis là, ils font comme, mais là, j'étais à x2, puis là, j'étais à diviser par 2. Ouais, mais le but, là, c'est de prendre du profit. Il faut célébrer ses victoires, puis il faut accepter ce qu'on a. Il faut être capable de le prendre. Puis moi, souvent, les gens qui sont pas capables de le prendre parce que, mettons, il y en a qui voulaient que ça se rende à 100 000, j'étais comme, ouais, mais prends juste 10 %. Le principe, c'est que du moment que tu en as pris une partie puis que tu l'as réalisé, ton stress tombe.
carrément, tu n'as plus à te demander je fais quoi, je vends-tu, je garde-tu, j'attends, je fais quoi. Sors une partie, puis ça fait. Ça vient vraiment tout restabiliser tes émotions, tes pensées, d'en avoir pris une partie. Ben, ça amène à du partiel, prendre des take profit partiels. Donc, exemple, il y a différentes façons de prendre des take profit partiels. Soit tu bouges ton stop loss en profit ou bien tu diminues ta position. Les deux sont très bonnes, mais c'est de dire, OK, je pense qu'il va se rendre à telle place. Je pense que, je prends exemple, Gold, ça fait 4 semaines que je dis qu'il va se rendre à 2020. Il était à 1680, 1700, puis là, il est monté à 2020. Ça fait 3-4 semaines, je le dis. Par contre, ça a pris du temps en tabarouette avant qu'il se rende là. Mais dans ce range-là, j'ai fait des achats, j'ai fait des ventes, mais ultimement, j'ai pris des profits partiels en cours de route. J'ai pris des trades, puis là, j'ai encore des runners qui roulent, puis des runners que j'ai depuis 1900, 1880 à peu près. Mais pourquoi? Parce que, crime, je le voyais dans quelle direction il s'en allait, je voyais le fondamental, puis je dis, il va se rendre là, mais ça peut prendre du temps avant qu'il se rende là. Mais je vais prendre des partiels, puis s'il revire de bord, c'est pas plus grave. Mais c'est ça. Je pense que si tu prends pas de partiel, en plus, c'est encore plus dur d'attendre à ton target. Tu veux qu'il se rende là, puis là tu stresses. Il se rend, mais là, à un moment donné, finalement, il revire de bord, puis là, tu dis, j'aurais dû sortir, là, je fais quoi, là, je sors-tu maintenant qu'il vire de bord ou je le laisse aller parce que je sais qu'il va se rendre là, mais en même temps, s'il se rend pas. Puis là, tu as un risque de perte. Ouais. Tandis que si tu as pris un partiel, tu te mets à break-even, le pire qui va arriver, c'est que j'ai pris juste J'en ai fait moins. 20% de profit au lieu d'avoir fait, mettons, un gros 100% de profit. Fait que le greed, les coups de circuit. Fait que récapitulatif, en fait, les 3 plus grosses, c'est vraiment la peur, l'avidité, donc le greed, puis tout ce qui est au niveau du stress. Donc, stress, impulsivité, dans ce range-là, c'est les 3 plus grosses émotions que vous devez gérer si vous voulez devenir profitable. Parce que si vous ne réussissez pas, si vous n'avez pas des mécanismes pour trouver la façon de faire pour vous, parce que moi, j'ai une façon différente d'évacuer mon stress ou de gérer mon stress d'une autre personne. Donc, comment que pour vous, vous allez être capable de gérer votre stress, de gérer votre colère, de gérer votre peur, de gérer votre excès de confiance, c'est ça qui va faire que vous allez réussir sur une long run. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Je pense que c'est une belle fin. Ouais. Fait que donc, épisode numéro 8, sur les émotions. Prochain épisode, ça va être sur les 3 erreurs que vous devez absolument éviter pour réussir dans le trading. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Hugo. Merci Mathieu. Attention à toi. Aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming.